bonsoir tout le monde et bienvenue pour la dernière partie de la foire en question de 2024. Et oui, nous sommes en 2025, Kaji, je suis tout à fait d'accord, mais il ne s'agit que de la dernière partie de cette FAQ qui a commencé il y a maintenant plusieurs mois et que nous allons terminer ce soir avec un programme des choses que j'ai à dire et des choses que vous avez à me demander très probablement. Déjà, première chose, bonne année. J'espère que tout s'est bien passé de votre côté, que vous avez bien commencé, que vous n'avez pas attrapé froid avec ce froid de canard terrible. J'avais prévu plein de petites choses, en attendant que les questions dans le chat commencent évidemment. Je vais commencer par une chose qu'on nous a mis un peu sous le nez il y a quelque temps. Vous savez, des fois... il y a des petits soucis, des petits débats entre des gens qui sont pro-VO et pro-VF. Et il se trouve que dernièrement, nous avons eu un certain trailer avec un certain Stallone qui a été doublé en VF par une IA. Parce qu'Alain Dorval est mort récemment. Donc pour continuer à faire une VF comme on la connaît de Stallone, eh bien on a utilisé une IA. Ce qui rend bien sûr le film, bon déjà le film qui a l'air absolument affreux, sans parler de VO et de VF, rajouter à cela de la VF par IA, c'est un petit peu catastrophique. Il s'en est suivi pour moi une replongée dans certains débats, notamment des débats que j'ai pu apercevoir dans l'année avec Regel Gorilla, bon, qui n'est pas la lumière parmi les lumières, hein, ça c'en est un autre, mais qui a eu des débats sur la VF et la VO. Et il y a eu quelques points qui ont été énoncés. Je ne sais même plus pour quel camp il est, le gars. Hein, mais bon, c'est même pas le propos, en fait, de savoir s'il a raison ou pas. Mais c'est de voir des arguments. Et je peux comprendre que certaines choses peuvent pencher dans le camp de la VF. Notamment les enfants et l'apprentissage de l'image. Moins de choses à gérer à l'écran. Tu es plus porté par les images que si tu dois en plus lire, en fait. Sachant que les enfants sont encore dans l'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire un apprentissage à leur rythme. Et avec des fois des sous-titres, ce n'est pas possible en fait de faire suivre l'enfant qui doit regarder l'image et regarder le sous-titre. Avec un entraînement, on peut y arriver, mais généralement, les parents ne sont pas là pour avoir... Ils sont là pour que l'enfant il se tienne tranquille et pas pour qu'il demande à sa mère ou son père chaque minute « Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas eu le temps de lire ». Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour peut-être les jeunes enfants de l'AVF, c'est une bonne chose. Après, il y a aussi des programmes qui sont tout simplement des programmes français, hein, sans chercher forcément de l'international traduit. Hein. Je pense qu'il y a aussi une dégradation de la VF, et ça, ce sont les doubleurs, les comédiens qui le disent eux-mêmes, c'est que les choses se sont dégradées parce qu'ils ont de moins en moins de temps. On leur laisse moins de temps aussi pour travailler un timbre, pour travailler sur trouver un personnage dans leur palette de jeu, dans leur palette vocale. Ça, ils le disaient que dans les années 90, ils avaient le temps. Mais mi-2000, ça commençait à être un peu plus serré. Et ça emmène des fois à des doublages qui sont juste mauvais. Parce que peut-être aussi le cast a été différent. Ils n'avaient pas eu le temps. Vis-à-vis du sous-titrage à la place du doublage, il y avait toujours un truc qui m'avait fait marrer. C'était mon ancien prof de cinéma au lycée qui disait qu'à un moment, ils avaient fait venir des gens des cités pour regarder un film. Et donc, il regardait le film, il était en sous-titres. Il y en a un qui dit « Oh, c'est chiant, il faut lire l'écran !» Et mon prof, il a trouvé cette formulation absolument géniale. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut lire l'écran, mais il faut doublement le lire. Il faut lire l'écran parce qu'il faut lire l'image et il faut lire l'écran parce qu'il y a le sous-titre. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on a plutôt envie de se laisser reposer par la VF pour pas que ce soit un double filtre à calculer. Et je pense aussi à une autre chose. Et une autre chose, parce que je le perçois avec un membre de ma famille qui commence à être âgé, et il a les yeux fatigués, et ces gens-là, donc d'une certaine génération, ils n'ont pas envie de prendre le pli sur de la VO. Même les sous-titres. Les sous-titres pendant 2 heures, c'est non pour une certaine génération. Donc...
forcément, la génération, donc dans mon cas, de personnes nées dans les années 50, eux, ils veulent bien un petit peu de sous-titrage comme ça dans un film, mais pas 2 heures. Donc pour eux, trouver la VF est quelque chose d'important. Et ils ne regarderont pas autre chose que de la VF. Après, je parle bien sûr de gens qui ont été bercés tout du long par de la VF. Moi, j'ai ma coloc. Elle est un peu plus jeune que le membre de ma famille, mais elle est traductrice. Donc forcément, elle met à point d'honneur à chercher la version originale, et je la comprends. Et puis, il y a aussi une dimension parisienne qui peut se l'offrir, cette VO. Ce n'est pas le cas de villages, ce n'est pas le cas de plus petites villes, hein, qui ont d'abord la VF et après, éventuellement, peut-être, la VO. Ça leur donner plus de marge. Oui, Stéphane, oui, c'est vrai, s'ils ont du temps, s'ils ont 6 mois pour travailler un personnage, pour s'accaparer le texte. Pas que le texte arrive au compte-gouttes et qu'ils n'ont pas le temps de sentir une rythmique dans le personnage, les intonations, des petites phrases qui vont revenir. Moi, je pense aux gens des Simpsons, aux comédiens de doublage des Simpsons. Au fur et à mesure, les choses se sont adaptées, ils ont eu le temps, et franchement, à partir de la saison 6, mais c'est du caviar, hein. John, tu dis, moi j'aime la VO et je considère grandement la VF ancienne. Je suis d'accord, il ne s'agit pas de nier une VO, hein, mais on encourage l'utilisation, si on peut l'atteindre, de fichiers, si vous voulez pirater, ou de supports physiques où vous avez de la VO, sous-titrée évidemment. Et moi, il y a plein de films que je regarde en VO avec des fois le sous-titre anglais parce que j'ai pas le sous-titre français qui est calé. Je pense que la VF peut être un point de passage pour des gens qui sont réticents, mais qui ont quand même envie de voir le film, mais qui ne veulent pas s'infliger de la VO. Des fois, des films, tu te dis, ok, le film il dure 3h30, t'as peut-être pas envie de le voir avec des sous-titres, qui plus est des fois des sous-titres qui sont mal traduits. Moi, je pense aux films indiens. Alors, des fois, il y a des films indiens qui sont doublés en français. Ou alors, il faut connaître parfaitement l'anglais. Donc, à partir de là, oui, avec l'anglais, si vous n'avez aucun problème de lecture à l'anglais, là, vous avez beaucoup de sous-titres beaucoup de films, j'entends par là, qui vous sont offerts, hein, notamment des films russes. Là, vous ne trouverez pas forcément des sous-titres français corrects, à part les grands noms, vous savez, Tarkovsky, tout ça. Vous avez des sous-titres français, mais généralement, vous ne les trouverez pas bien calés. Donc, à moins que vous preniez un peu de patience pour bien les caler. Moi, je me rappelle, c'était quoi ? C'est dur d'être Dieu, je crois. C'était les sous-titres en anglais, et c'était pénible parce que ça parlait beaucoup, c'était un peu sophistiqué, les sous-titres, c'était compliqué. Golgot, tu dis, je trouve que la VO passe mieux en salle que sur un écran TV. Peut-être que les sous-titres sont justement beaucoup plus grands et on est plus englobé par le son, ce qui donne l'impression que les choses sont naturelles, alors que des fois en VF, il y a un petit manque de rendre spatial le texte déployé en VF, peut-être. Vous savez, quand il y a des fois des lourds travaux sur des échos, des modifications de voix. Moi, je trouve par exemple Bane dans The Dark Knight Rises, je trouve particulièrement mal choisi, mal fait, affreux. Alors que la VF de The Dark Knight, je la trouve super. Et il y a là eu récemment le comédien de doublage du Joker dans The Dark Knight qui tournait un peu sur les réseaux. Et on voit que le gars a beaucoup de plaisir et de travail sur l'articulation de son personnage. Et Bane, le mec qu'ils ont choisi, j'ai pas trouvé ça extra. Et j'ai toujours regardé The Dark Knight Rises en VO. Des fois, on ne peut pas trouver des équivalents. On essaye, dans ce cas-là, de faire au mieux. Et c'est ce au mieux qui peut servir de porte de sortie pour les gens qui militent pour la VO uniquement. Bon, après, le fait qu'il y a trop de VF, bon, ça, c'est aussi qu'il y a un peu trop de programmes. Et il y a aussi trop de programmes qui sont diffusés en France, hein. Je pense il pourrait y avoir un tri aussi sur les programmes qu'on nous balance. Ce serait peut-être pas plus mal. Les programmes qui sont utiles pour être travaillés en VF et ceux qui ne le seront pas.
Et qui plus est, quand maintenant on a, vous savez, tous les Geordie Shore et tous ces trucs de télé-réalité putride qui viennent des États-Unis et qui sont doublés en français, mais presque par des IA, ou même les programmes YouTube. Hein. Vous avez des programmes YouTube où carrément nous avons les trucs un peu mal doublés, vous voyez ce que je veux dire, où on entend la VO derrière et on a une espèce de VF un peu ultra générique. Par exemple, j'ai regardé là, les Beast Games, j'ai regardé 3 épisodes, donc c'est les Squid Game de Mr Beast, un truc affreux. Alors ça par contre Stéphane, ça c'est vraiment affreux. Là, il y a carrément de la VF de ce type-là. C'est pas de la VF, ça. Mais ça, c'est clairement le trop plein de VF, comme disait Reggie Gorilla dans le débat. Ça, pour moi, là, on est sur un trop plein de VF. Alors oui, en effet, ce qu'on peut dire, c'est que ça crée des emplois. Oui, la VOST aussi. Bon, sûrement moins, hein, lol. Mais... ça crée quand même des pôles d'enregistrement, mais des comédiens qui puissent après se faire connaître pour d'autres choses. Tu peux commencer comme comédien de doublage et tout d'un coup tu te retrouves à faire des pubs très bien payées ou de la voix off pour des documentaires. Moi, j'ai revu 1 ou 2 passages de Apocalypse avec la voix de Kassovitz. Imaginez que tout d'un coup, il y ait quelqu'un, un comédien de doublage très connu, qui se fait connaître par le doublage et qui a après réussi à avoir des contrats pour du docu, pour narrer une voix de docu, c'est vachement bien, quoi. Et ça, grâce au doublage. Donc ça permet aussi de créer, de tisser des liens dans l'industrie du son de cinéma, du son en documentaire ou en télévision. Donc finalement, c'est aussi bien que nous avons un réseau dans le sous-titrage français audio qui soit fort. Moi, je suis content que ça existe encore, que ça tient bon. Dernière chose que j'ai notée, c'est un truc qu'on entend des fois aussi. Tu as vu la VF, donc t'as pas vu le film. Bon, ici, nous sommes des personnes intelligentes, donc on sait très bien que tout ça, c'est un peu du pipeau. C'est à peu près du même acabit dire qu'on a spoilé le film quand on a parlé de la fin du film. Bon, pour moi, c'est du même acabit. C'est se focaliser sur un élément, alors qu'il y a tant d'éléments qui définissent un film. Retenir ce qui sort de la bouche des acteurs, c'est quand même un petit peu réduire un film à un seul facteur. C'est pas la voix qui génère de la lumière, hein, jusqu'à preuve du contraire. Je pense que ça dépend évidemment des films, hein, et même il y a certains films qui sont aussi très bien rendus en VF, qui ont une dynamique comique aussi forte en VF qu'en VO. Moi, je pense à Wayne's World. Alors, c'est pas du tout ma came, mais le doublage est travaillé par une équipe comique en plus pour créer une dynamique de gag inédit. Je suis totalement d'accord avec toi, John. Hein. Le doublage bien fait, c'est la même magie qu'avec le bon acteur, le bon comédien se fondre dans le personnage. Absolument. Absolument. Et puis la question que je pourrais vous poser dans le chat là. Vous avez un film, vous savez que vous ne trouvez pas la VO, mais vous avez trouvé une VF. Est-ce que vous allez quand même regarder le film ou vous ne voulez pas regarder le film en VF, vous allez essayer de trouver la VO quitte à ne jamais la trouver? Vous refuseriez de regarder le film en VF? Moi, ça m'est arrivé des fois ce cas de figure. Moi, je sautais sur la VF, hein, je crois que je peux encaisser. Hein. Il y a beaucoup de choses à regarder dans un film, hein, et pas seulement ce que disent les comédiens. Enfin, en tout cas, je sais que ça m'arrêterait pas. Surtout si je sais que le film, il est difficile d'accès pour moi. Et puis ça permet, finalement, aussi d'observer un travail de VF comme objet esthétique. Alors oui, la VO, c'est-à-dire ce que déclament les comédiens, ce n'est pas leur vraie voix, c'est pas ce qu'ils disent, parce que c'est dans une autre langue, mais il s'agira aussi dans ce cas-là d'observer un petit peu le travail de doublage. Oui, voilà, le fait que ce soit en VF et que pour l'instant vous n'auriez que la VF, ça va pas vous, semble-t-il, hein, sur quelques personnes, ça vous bloquerait pas. Jusqu'à ce que confirmation qu'elle soit introuvable. Je pense que bien sûr, si on met de l'argent, il y a toujours moyen de trouver la VO sur des sites et tout ça. Mais voilà, si on a moins d'argent à distribuer là-dedans, là, ça peut un peu coincer.
Et surtout d'épargner une VF mal traduite. Je ne suis pas ultra performant en anglais, mais oui, il y a des fois des VF qui se sont expédiés. Je trouve qu'il y a quand même des bons efforts certaines fois. Moi j'ai écouté... quel VF j'ai écouté récemment? Ah oui, j'ai regardé The Idol avec Lily Rose Depp là. The Idol, il y a peut-être un petit manque d'intensité des fois dans les voix, mais c'est très très bien. Hein. La VF est très bien, je trouve. Notamment de Lily Rose Depp, je trouve la VF était très bien. Si ça se trouve, elle se doublait elle-même. C'est insupportable The Idol. Oh, j'ai pas trouvé ça insupportable, mais c'est vrai qu'il y a des choix qui sont assez grossiers, assez vulgaires, un peu trop de cul, peut-être. Et puis il y a des retournements psychologiques qui me semblent être les résultats du départ de la réalisatrice. Et c'est Sam Levinson qui a remodelé la série, et j'ai l'impression qu'il y a eu des switches dans les scénarios et dans le tournage. Bon, ils avaient dit qu'ils avaient fait plus de 80% du tournage déjà avant que la réalisatrice se barre. Je trouvais qu'il y avait des moments où c'était très réussi, notamment le moment quand ils sont en train de tourner le clip dans le hangar. Je trouve que c'était un très beau moment. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont vraiment bien et bienvenus aussi dans ce type d'histoire. Et t'as vraiment envie qu'elle s'extirpe de cette merde. J'ai l'impression qu'il manque un épisode. Parce qu'il y a un lissage de la psychologie qui n'est pas fait du tout à la fin de la série. Bon, pour moi, c'est clairement un one-shot. Ça me surprendrait qu'il recommence un The Idol 2 vu que ça s'est fait défoncer un peu partout. Mais pourquoi je regardais The Idol? C'était pas pour voir du cul, ça j'ai d'autres sites pour regarder du cul. C'est parce que j'avais besoin de scènes pour mon mashup actuel, des scènes de discothèque, on va dire ça rapidement, de club et de discothèque. Là-dedans, dans le premier épisode, il y en a un. Et je me rappelais de la promo et j'avais envie quand même de jeter un coup d'œil. Et finalement, j'ai pas été trop déçu, mais c'est juste ce lissage psychologique que je trouve pas bien rendu du tout. Je trouve ça dommage. Il semblerait que j'ai pas mis toutes mes parties des FAQ en privé, et donc il y a eu quelques commentaires sur les parties précédentes. J'entends les parties précédentes de live, évidemment vous avez eu les parties précédentes en vidéo, mais en live, il y a des gens qui ont communiqué un peu dedans. Et j'ai eu 2 témoignages qui sont de bons témoignages quand je parlais justement d'éducation à l'image. C'est important quand même d'essayer de dynamiser un peu le rapport qu'a l'enfant avec l'image. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont prioritaires dans l'éducation d'un enfant. Mais si les parents ont l'énergie, les ressources, le luxe du temps pour s'occuper de ça, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Ça me semble nécessaire. Et donc j'ai eu 2 témoignages sur cette question-là. Alors il y a une première intervention de Liomams 5504. Mon garçon de 16 ans n'a regardé que du Disney et du Marvel de 3 à 11 ans. À partir de 12 ans, je lui ai fait voir des propositions plus matures ou des classiques des années 80, 90, 2000. Intéresser un gamin demande beaucoup de bon sens. Il faut le sevrer doucement de ce rapport à l'image ultra dynamique où un plan en chasse un autre à la vitesse de l'éclair. Lentement mais sûrement, j'ai réussi à lui faire voir des films de plus en plus lents, qui prennent le temps de respirer. Surtout lui montrer des films qui ont une parentalité avec ceux d'aujourd'hui qu'il aime. C'est comme ça qu'il apprend à aimer et à respecter des films d'une autre époque. Et par extension, à respecter ses aînés, en réalisant que sa génération ne fait que reprendre ce qui a déjà été fait. Ça pousse à l'humilité. Moi-même, encore aujourd'hui, j'essaye de m'éduquer. Chaque génération a ses références. Moi, gamin, j'ai adoré Gladiator. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert Ben-Hur et tous ces péplums des années 50. En 2011, j'avais trouvé Nolan très innovant avec le scénario d'Interstellar. Bien après, j'ai regardé 2001 par curiosité, etc. J'essaie de pousser mes enfants à sortir dans leur zone de confort, mais c'est difficile.
il faut bien doser par petites touches. Et il faut rester humble. On a tous nos angles morts. Moi, aujourd'hui, je remonte jusqu'aux années 50. Mais j'ai du mal à aller plus loin. Voilà, que l'intervention de Lio Mams, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer, mais c'était un commentaire sous le live, hein. Tout le monde aurait pu le lire s'il le voulait. Et je trouve que c'est un point de départ, et je trouve que c'est... Je te remercie, Lio Mams, pour le témoignage. Je parlais dans des plusieurs FAQ précédentes. Et ça, Luc peut me le confirmer, je le sais. Dans plusieurs FAQ différentes, je parlais d'éducation à l'image. Et je disais toujours, faut revenir, faut retrouver, et ça, vous l'avez déjà entendu chez moi, une généalogie du film. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai un autre témoignage qui a été fait en réponse de Miguel Gavro. Il y a quelque chose de très intéressant dans votre témoignage. Quand vous parlez du fait qu'apprendre des films anciens aide à mieux comprendre comment les nouveaux ont été faits. Alors ça, je suis 100% d'accord avec cette affirmation, je suis tout à fait d'accord. Je reprends. De nos jours, avec cette mode du flux qu'il faut alimenter en permanence, accompagné de ces nombreuses vidéos réactions sur les films du moment, on assiste à des sortes de mises en scène où le spectateur en fait des caisses, comme s'il voyait un film pour la première fois. Comme si rien ne pouvait le lasser. Il repart de zéro aussitôt le film terminé. Ça a sûrement contribué à cette vision limitée que beaucoup de jeunes ont du cinéma. Vision qui exige plus de mouvement, pour plus d'émotions, et tant pis si certains ont eu l'idée avant. Ce qui compte, c'est l'extase du moment. C'est triste, et en effet, sortir de cette mode pour accepter des rythmes plus posés peut prendre énormément de temps. Je souhaite beaucoup de courage et de patience. Je regarde toujours ces vidéos de réaction dans un but de voir un étranger au film, voir et réagir à certains moments du film. Quand ce sont des jeunes ados, regarder des films des années 80, voilà, parce que ce sont des films qui datent, qui sont pas du tout de leur génération, et de les voir sursauter, être effrayés ou être impressionnés par certaines choses, certaines répliques, certaines scènes. Ça me permet de percevoir en fait qu'il y a certaines choses dans le cinéma et dans les films qui traversent les générations. Être universel, c'est un peu vulgaire, un peu simple de le formuler comme ça, mais des films qui tiennent bon, quel que soit l'âge. Moi, je pense souvent des classiques américains qui tournent en boucle, hein. Vous savez, Predator, c'est passé partout, hein. Ou voir des fois des choses un peu particulières, par exemple des gens très isolés. Vous savez, des gens dans des villages au fin fond de la Mongolie ou des choses comme ça, ou dans certains pays très très pauvres où ils n'ont pas accès à des cinémas, et tout d'un coup on les amène dans une pièce et on leur montre des grands classiques américains, vous savez, des choses qui font pleurer à chaudes larmes, où il y a des trucs très spectaculaires. On leur montre Star Wars épisode 1, la menace fantôme, et il y a les mecs du village qui sont là en train de regarder ça, ils disent mais c'est incroyable, on dirait un rêve, et tout ça, et on perçoit en fait qu'ils ont un rapport. J'aime beaucoup, je crois qu'il y a Village React 2.0, un nom comme ça de chaîne, où il y a souvent des gens qui viennent et qui sont absolument pas habitués au cinéma, et des fois ils ont un rapport très fort à la terre, c'est-à-dire aux éléments, à la spiritualité et à la moralité. Voilà, la React, en fait, moi je l'utilise pas pour faire de la socio, mais pour percevoir en fait la différence de perception de l'autre. Alors souvent on peut difficilement le percevoir à moins que l'autre nous en parle, mais voir de la React, je trouve que c'est intéressant. Ou voir par exemple des croyants regarder certains types de films. J'avais regardé une chrétienne qui découvre le film d'animation Le Prince d'Égypte. Alors là, elle pleurait comme une madeleine à chaque fois, hein, quand il y a Moïse qui rencontre le buisson ardent, où c'est Dieu donc. Alors là, c'est elle pleurait toutes les larmes de son corps, quoi. Parce que c'était juste. Pour elle, c'était juste. Et moi, je trouvais ça beau, en fait, que on a un témoignage, voilà. Donc moi, voilà, je mettrais pas la React aux ordures, mais dans certains cas, oui, c'est en faire un business plan. Et là, je suis moins d'accord. Mais je trouve que pour percevoir des plus jeunes générations aborder certains films, c'est intéressant à percevoir. Ou justement des cas particuliers de spectateurs.
Vous savez, comme des reacts par des professionnels. Vous savez, les snipers professionnels qui vont réagir à des scènes de films, qui mettent en scène des snipers. Voilà, vous voyez, des cas de figure. Il y a des breakdowns, comme ils disent. Vous savez, des anciens mafieux qui parlent de films de mafieux, où ils disent tout ça, c'est de la merde, tout ça. Alors que c'est un super classique du cinéma, ou vous voyez ce que je veux dire. Ou des mecs du FBI, ou je sais pas, moi, des corps de métier un peu particuliers qui donnent leur avis sur des scènes de films. Je trouve que c'est pas mal d'avoir aussi ces regards particuliers, ces regards spécialisés sur le cinéma. Donc je remercie Liomams et Miguel Gavro pour leurs commentaires, et j'espère que ça leur fera plaisir d'avoir eu carrément mes réponses en live. Et je pense, merci pour ces commentaires, parce qu'ils donnent du grain à moudre sur les idées et sur le partage, encore une fois. Merci à vous deux. Autre chose aussi, ces dernières semaines, j'ai beaucoup écouté des auditions de l'Assemblée nationale sur les violences et agressions sexuelles dans le milieu culturel. J'ai vraiment des heures et des heures que j'ai regardé, que j'ai écouté plutôt. Et il y a 2 témoignages dont j'ai extirpé des petits morceaux que je voudrais vous faire écouter et que je voudrais un petit peu commenter. Ce sont des extraits qui sont relativement court. La première de ces interventions, c'est Iris Bray. Iris Bray, c'est une journaliste et aussi quelqu'un qui a écrit sur le cinéma. Elle va parler de quelque chose. Alors, on écoute cette femme. Donc, elle était dans le cadre d'une audition sur... Laissez-moi me souvenir un peu. Je crois que c'était sur les... vous savez, ce nouveau métier qui va apparaître peu à peu, coordinateur d'intimité. Donc dans les scènes un peu hot, un peu charnelles, on va avoir quelqu'un qui est spécialisé dans la mise en scène des corps nus et dans l'appréhension de la scène, les relations entre réalisateurs, acteurs et même d'acteur à acteur. Quelqu'un qui va faire la coordination en fait autour de ces scènes-là. Donc voilà, c'est un métier qui a émergé avec toutes ces plaintes et ces violences dans le milieu du cinéma. En France, ça commence à arriver, mais c'est très 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 timide. La commission avait interrogé un certain nombre de personnes, et dont cette femme-là. Alors, quant à l'éducation et ce qui se passe dans les écoles, j'ai l'impression effectivement qu'en France, dans les écoles de cinéma, une nouvelle génération questionne cette idée du génie masculin et a un vrai désir en fait d'autres récits, d'autres voix, d'autres représentations. Je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des personnes face à une œuvre d'art et qu'on remette en valeur en fait ce qu'on ressent face à un film. C'est-à-dire que on est notamment dans une culture française où on va toujours mettre l'intellect au-dessus du corps. C'est-à-dire qu'on va se dire qu'il est plus important de comprendre les références à la nouvelle vague et on va mépriser le fait qu'on puisse pleurer ou s'évanouir dans un cinéma. Je viens d'un milieu universitaire, donc j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que je prouve aux hommes que je connais le canon et que j'ai compris le cinéma. Et en fait, à partir du moment où je me suis débarrassée de ça, et je me suis dit, arrête avec cette logique-là, pars de quelque chose qui est totalement différent, pars de ton corps, c'est-à-dire réfléchis à ce que ton corps ressent devant une image. Est-ce que c'est du malaise? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que tu as envie de vomir? Est-ce que tu as envie de t'évanouir? Est-ce que tu as envie de fondre en larmes? Pars de ça. Et je pense que tout ça, c'est des hiérarchies, en fait, c'est des hiérarchies de savoir. Et donc, c'est aussi réussir à s'interroger sur qu'est-ce qui est en haut de notre échelle de savoir et qu'est-ce qu'on met en valeur dans une société comme savoir. De réfléchir aussi au savoir situé, c'est-à-dire de savoir d'où je parle et pourquoi je fais ça. C'est quelque chose qui est mis en valeur dans les études aux États-Unis, dans les textes américains des théoriciennes, beaucoup moins en France, mais pourtant il me semble extrêmement important de comprendre que d'avoir un savoir situé et de parler d'un point de vue nous permet de comprendre en fait comment on arrive à théoriser. Ce qu'elle essaye de dire, c'est qu'il y a un certain mouvement dans le milieu universitaire qui met en avant d'abord la démonstration
techniques, autour de références, autour d'un savoir autour du cinéma. Et il y a après le rapport émotionnel, c'est-à-dire le rapport de ce que toi tu ressens autour du film, et qui serait, dans un travail universitaire, moins mis en valeur que le travail de référence, le travail de savoir encyclopédique autour du film. C'est-à-dire qu'on mettrait davantage en avant la démonstration plutôt que l'émotion quand on travaillerait autour d'un film. Et vous le voyez même sur Internet. Hein. Sur Internet, à une échelle peut-être un peu différente, mais les gens qui parlent de leurs émotions et qui veulent travailler et questionner cette émotion quand ils viennent de voir un film sont minoritaires par rapport à des gens qui veulent faire une espèce d'exégèse à coup de psychologie de comptoir. Moi j'ai des noms, hein. Moi j'ai des noms. D'ailleurs on parlera d'un de ces noms un petit peu après. Ce sont des gens qui font de belles démonstrations, mais ce sont des démonstrations techniques qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'émotion. D'ailleurs l'émotion est souvent bannie de ces démonstrations. Donc c'est le rapport entre le cœur et l'esprit, enfin entre le cœur et le cerveau. Et il y en a qui privilégient le cœur, et il y en a qui privilégient le cerveau. Et comme par hasard, c'est souvent quelque chose qu'on oppose entre l'homme et la femme, hein, que la femme serait plus du côté du cœur et que l'homme serait plus du côté du cerveau. On revient dans la même zone, en fait, qui serait toujours cette délimitation corps-esprit, cette délimitation cœur-cerveau et cette délimitation homme-femme. Donc bon, on n'en sortira pas, hein. Donc autant l'accepter et essayer de trouver des compromis. Le compromis, le problème c'est que notre temps n'est pas extensible, vu déjà le nombre de réalisateurs masculins qui sont, semble-t-il, quand même un petit peu importants, à savoir, si on devait trouver un équilibre sur les réalisateurs féminins, et qui valent autant le coup que des hommes, là, on n'aurait même pas le temps, en fait. Donc il faudrait faire des choix. Voilà, est-ce qu'on va mettre en avant plus Varda qu'Alain Resnais, par exemple? Voilà. Sur un temps de cours autour du cinéma, si on doit équilibrer, il y a des choses qui passent à la trappe, je trouve. Ouais, mais l'émotion, c'est subjectif. Bah oui, ça vient du cœur. Mais c'est une notion liée au cœur. Et c'est souvent quelque chose qui n'est pas questionné en milieu universitaire. Pour moi, choisir... Enfin, parce que il était question un petit peu de ça... par extension dans la suite de l'audition, qu'il faudrait rééquilibrer l'éducation au cinéma en proposant plus de réalisatrices que simplement se contenter des hommes. Oui, mais si on devait, dans ce cas-là, il faudrait sacrifier des hommes parce qu'on pourrait pas tout raconter. Donc il y aurait un équilibre à faire, et donc aussi il faudrait sacrifier des gens sur l'autel, quoi, ou des films sur l'autel. Le temps n'est pas extensible. Pour le même temps, on aurait 50 ans de cinéma à gérer, où il faudrait rééquilibrer, mettre plus de réalisatrices. Mais tout ça est aussi une espèce de chaîne presque infinie, parce que dans ce cas-là, il faut trouver les films qui ne sont pas édités, qui sont cachés je sais pas où. Et pourquoi ? Parce que ce sont des hommes qui gèrent les bibliothèques et les centres de restauration. Donc c'est une machine parfaitement huilée, hein, mais ça c'est un truc qui va prendre une éternité. Hein. C'est possible, hein, mais ça va prendre une éternité. Et puisque l'éducation à l'image n'est de base même pas enseignée, elle est enseignée au détour de ce qu'on peut avoir sur Internet, mais à l'université, je crois qu'on peut se brosser, à moins justement d'avoir toute une génération de femmes qui deviennent des profs de cinéma. Ça va prendre du temps pour que ça s'infiltre, que ça s'imprime, hein, j'entends. Et après, ça va d'autant plus aussi... créer pas des frictions, mais plus des moments de non-dialogue avec des gens qui n'auront pas connu cette génération de gens qui cherchent les femmes dans le cinéma. Et donc quand on arrivera à donner des exemples, ça marchera pas. Il y aura un non-dialogue, parce que les exemples n'auront pas été vus par les générations précédentes. Et ça, c'est toujours une crainte. Et c'est, je pense, en cela que les modèles masculins dans le cinéma continue d'exister,
parce que ce sont des modèles qui sont des bases sur beaucoup de générations. Et il faudra attendre 50 ans, peut-être, pour qu'enfin on ait une base commune de femmes et d'hommes, pas équilibrés, mais qui soient beaucoup plus ancrés. Et puis il faut aussi qu'il y ait continuellement des talents féminins, qui continuent à exister, qui continuent à créer. Parce que si c'est mettre en avant des femmes et finalement qui sont nulles, mais juste pour dire « Regardez, il y a des femmes !» C'est ridicule. Et ça, on le souhaite, quel que soit le domaine. Hein. Si vous engagez une femme juste pour faire un quota, mais que la femme, elle est nulle, que donc vous privilégiez que ça soit le genre ou l'origine ethnique plutôt que la compétence, là, vous n'avez rien compris. Hein. Là, c'est presque nuire, en fait, à la société. Donc, si tout d'un coup, on doit enseigner des femmes, on doit enseigner, voilà, plutôt que, enfin, d'autres noms que ceux qui sont évidemment clamés sur tous les toits régulièrement, si on veut chercher à trouver un équilibre dans nos paroles de cinéma en incluant des femmes dans le processus, il faut s'assurer que les femmes, elles aient fait ces femmes-là, que nous allons inclure dans le processus de débat, dans l'histoire du cinéma, dans les courants esthétiques, que ce soit des femmes qui aient fait quelque chose, quoi. Oui, c'est compliqué comme débat. Je suis totalement d'accord. Hein. Mais c'est un débat large, en fait. C'est un débat de génération. Hein. Alors moi, je ne suis pas la génération qui va bénéficier de ce genre de traitement, de recherche, d'histoire. Parce que tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par des enseignements, ça passe par des masterclass, ça passe par de l'université, ça se passe par l'écriture de bouquins, et des bouquins qui soient lus par beaucoup de gens, par plusieurs générations, qui vont devenir des bibles, qui vont devenir des films de chevet. Donc tout ça, il faut travailler, quoi. Il faut travailler tout ça. Et ça, c'est sur le temps. Encore une fois, tout le problème, c'est le temps. Luc, tu me dis, cette frontière, elle est un peu simpliste. Je trouve le cœur et l'esprit, faut que ça transparaît dans un texte. Parler d'émotion et fabrication de cette émotion, ça doit être possible. Oui, ça je le fais, Luc. Mais il y en a qui ne sont absolument pas intéressés par ça. Oui, cette frontière, elle paraît un peu simpliste, mais en attendant, elle existe, en fait, dans le milieu universitaire. Et même quand tu parles avec les gens, il y a des générations entières qui ne veulent pas parler d'émotion. Ou qui en sont carrément incapables. La politique du quota, oui, non, mais ça, c'est de la bêtise. Hein. Il faut des gens qui soient bons, en fait, dont les compétences seront bien à l'endroit où ils vont être. Quelle que soit l'origine ou tout ça. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Enfin, formidable. La nouvelle n'est pas formidable, mais que ces personnes aient pu intégrer comme ça, c'est bien. Que Trump a viré 15 000 personnes transgenres de l'armée américaine. Moi, je trouve que c'est une énorme connerie. Parce que je regardais Squid Game saison 2, et dans Squid Game saison 2, il y a quelqu'un de transgenre. Et à la fin, on voit que cette personne, elle a une formation pour le maniement des armes. Enfin, elle manie super bien les armes. Et moi, je me dis, tiens, c'est quand même incroyable. Il y a quand même 15 000 ou 16 000 personnes en transition de genre ou transgenre dans l'armée américaine. Et ce sont des gens, au-delà de même pas savoir est-ce que c'est un homme ou c'est une femme, que ces personnes-là ont décidé de se battre pour leur pays et de leur retirer ce droit-là. Je trouve ça d'une cruauté. Et pour quand même, comme d'ailleurs les États-Unis qui sont un pays quand même très patriotique, leur retirer leur patriotisme, la manifestation de leur patriotisme, je trouve ça, mais c'est indécent. Eux qui peuvent se faire vraiment mal voir, taper dessus, ça peut être très très violent, et de se dire qu'à un moment ils ont trouvé un équilibre, quelque chose en quoi ils peuvent croire. Voilà, défendre son pays, c'est quand même quelque chose de fort, et Trump leur retire ça. Je trouve ça pas possible, quoi. Surtout que c'est pas 1500 personnes, 15 000 personnes, c'est un chiffre énorme. C'est énorme. Bon, j'espère que ces gens pourront rebondir en étant dans des métiers qui les correspondent et dans lesquels ils ne se font pas trop maraver la gueule. Et encore une fois, toujours trouver un métier dans lequel on est utile et dans lequel on va faire des choses bien, en fait, pour l'instance ou la fonction dans laquelle on est. Ensuite, maintenant, nous allons avoir
une deuxième intervention. Une intervention de Geneviève Cellier, qui a écrit récemment un bouquin sur la politique des auteurs en malmenant un petit peu la politique des auteurs. Parce que pour elle, la politique des auteurs, c'est un truc de mecs, entre mecs, pour des mecs. Je résume, hein, je n'ai pas lu le bouquin. Hein, c'est peut-être le défaut de ce que je viens de dire. Je n'ai pas lu le bouquin. Mais j'ai l'impression que le bouquin pourrait être un trou de gruyère dont l'âge de la personne ferait argument d'autorité. Et dont les recherches ne seraient peut-être pas assez abouties pour se permettre de dire ce qu'elle dit dans le bouquin. Encore une fois, moi c'est une impression que j'ai quand je l'ai écouté, et quand je l'ai écouté aussi sur les différentes chaînes dans lesquelles elle est intervenue, dont la tienne, Peggy. Elle a été intervenue lors des auditions sur les violences en milieu culturel. L'intervention est assez forte, vous allez voir, c'est quelqu'un qui attaque. Voilà. Donc je vais vous faire écouter ça dure 4 minutes 30. Est-ce qu'on doit diffuser Dernier Tango à Paris à la Cinémathèque, et comment on accompagne cette diffusion? Parce que c'est ça le sujet. Moi, ça ne me choque pas qu'on diffuse Dernier Tango à Paris, mais si on explique, et si on explique les faits, et si on dit pourquoi ce film, quelque part, par les actes de Bertolucci et Marlon Brando, est frappé d'un certain nombre de sujets et de problèmes, est-ce qu'on peut quand même les diffuser pour justement aussi peut-être expliquer que ça dit des choses sur plein d'autres films? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des films comme ça, qui sont des mythes du cinéma, les montrer en expliquant et en démontrant les sujets, et c'est votre travail, vous, les universitaires du cinéma, est-ce que c'est utile ou pas? Ou alors est-ce qu'il faut brûler les pellicules de la Cinémathèque dans un grand feu de joie qui me rappellerait certaines choses qui ne sont pas non plus les plus souhaitables. En plus, quand on brûle la pellicule, c'est pas terrible. Alors là, le problème, c'est l'absence totale de regard critique, y compris chez les universitaires. Hein. Y compris chez les universitaires. Ah bah oui, moi je suis toute seule. Et j'ai toujours été toute seule. Alors, dans la génération des gens que j'ai eu en doctorat, par exemple, il y en a quelques-uns qui ont eu des postes, mais je dirais que c'est 2 fois plus difficile pour quelqu'un qui a fait une thèse sur les questions de genre d'avoir un poste que pour quelqu'un qui a fait sa thèse sur les questions d'esthétique. Là, si vous voulez, il y a un continuum, alors... c'est pas le même. Il y a un continuum qui entre le milieu professionnel, le milieu critique et le milieu universitaire et le milieu institutionnel, sur l'idée que tout regard critique sur les films, à partir du moment où il s'agit d'auteurs, est déplacé. Et donc, si vous voulez, vous avez des générations d'étudiants dans les départements de cinéma qui n'apprennent pas à avoir un regard critique. Et donc, les gens de la Cinémathèque sont extrêmement à l'aise parce qu'ils sont totalement incapables d'avoir un regard critique sur les films qu'ils montrent. Il y a cette tradition, si vous voulez, française, c'est vraiment une tradition française, qui est que la seule relation valable au film, c'est une relation d'amour. Hein, au cahier, on disait, on n'écrit que sur les films qu'on aime. C'est toujours comme ça, hein, un positif aussi. Et donc, la responsabilité citoyenne qui consiste à examiner les œuvres d'art en se demandant de quoi elles parlent et comment elles en parlent, a disparu. A disparu. Et ça, c'est quand même la France. Hein. En France, la culture est sacrée. Et donc, que ce soit Flaubert ou que ce soit Truffaut, on n'interroge pas les représentations. Oui, mais Picasso, c'est plus facile à la limite. Mais je veux dire, on est dans l'esthétique, on est dans l'art, on est dans les formes. Et moi, je passe mon temps à me faire insulter comme sociologue. Alors ça, évidemment, ça me fait rire. Mais je suis accusée de sociologisme.
Tous les... Oh mon Dieu, n'allons pas sur ce terrain. Et pourquoi? Parce que je porte un regard critique sur les représentations. Et ça, si vous voulez, cette tradition, elle existe dans les pays anglo-saxons. Hein. Tout à fait, parce que c'est tout à fait normal qu'on s'interroge sur les représentations des objets culturels qu'on nous propose. Eh bien, en France, cette posture critique a été annihilée, littéralement annihilée, pour être remplacée par une posture de culte, c'est-à-dire les critiques sont des prêtres qui rendent un culte au Dieu, au pluriel, hein, et donc évidemment quelqu'un qui vient dire oh, attention là, je trouve quand même que ben non, c'est totalement déplacé, c'est totalement déplacé. Donc ouais, voilà, vraiment, je vous invite à regarder des interventions de Geneviève Cellier. Il y a des choses très intéressantes qui sont dites que moi je n'avais pas forcément entendues avant. Alors moi, les études de genre et des représentations, j'en ai eu à l'université. Donc c'était en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Donc oui, j'en ai eu. On a eu d'ailleurs une femme, comme par hasard c'était une femme, même deux maintenant que j'ai dit deux, puisqu'on a eu aussi une latino qui était venue nous parler des représentations, et j'avais d'ailleurs fait un gros travail sur Assaut de Carpenter à l'époque, un truc en 18 pages et 2h30 d'analyse en exposé, j'en pouvais plus, mais je crois qu'elle s'attendait pas à ce qu'un mec fasse un truc vénère comme ça, donc moi j'ai eu ça, j'ai eu la représentation de la femme dans le cinéma d'action notamment. Elle m'a l'air d'avoir un avis assez tranché. Ah oui, le livre, il est ultra tranché. Hein. Comme si les analystes n'avaient jamais questionné le style de Flaubert ou la réalisation de Truffaut. Mais c'est plus les représentations dans les films de Truffaut. C'est pas les questions d'esthétique. Toi, là, tu fais justement l'erreur qu'elle dit. C'est qu'on questionne pas les représentations. On questionne que des affaires d'esthétique, de style. Dans le cadre du cinéma. Mais la question de la représentation, elle a du mal à exister. L'idée de mythe et de rapport entre les anglo-saxons et les français, dans le rapport au sacré. Est-ce que moi je l'ai perçu? Peut-être pas assez. Moi j'ai eu des cours assez divers à Strasbourg. On a eu cinéma allemand, cinéma des Antilles et des colonies, on pourrait presque dire ça. Afrique et Antilles. On a eu cinéma brésilien. Alors c'est pas moi qui l'ai eu, mais il y a quelqu'un qui faisait des cours de cinéma brésilien. On a eu un peu cinéma français, cinéma américain. On a eu cinéma documentaire, toutes sortes. Donc moi je l'ai peut-être pas perçu exactement, parce qu'on parlait aussi de représentation, forcément, et surtout avec des gens qui n'étaient pas forcément des gens de cinéma. On a eu des gens qui faisaient des documentaires, qui venaient. On a eu des gens en littérature qui nous ont parlé de cinéma. Donc, je ne sais pas si à Strasbourg, c'était clairement un endroit où je pouvais voir ce qu'elle dénonçait. Considérer les films comme sacrés, ça, je conçois totalement qu'en France, on le fasse. Que la seule relation valable est celle d'amour. Alors, peut-être que dans les livrets, les magazines, c'est le cas. Je pense pour ma génération, on a perçu que clairement il y a de la violence, envers les films. Après, le rapport le fait que dès qu'on est qu'un regard critique sur les auteurs s'est déplacé, je le perçois à mon niveau. Quand on parle de quand on parle de Spielberg, quand on parle de Guillermo del Toro, quand on parle de Cameron, tu as l'impression que ce sont des génies incroyables et que leur œuvre est formidable et tout ça, alors qu'il y a, si on veut, on peut y aller, hein, on peut aller attaquer, hein, mais c'est, encore une fois, il faut attaquer en ayant l'ouverture du reste. Des gens qui n'ont vu que du cinéma américain, qui baignent dedans comme dans une espèce de vieux jus, forcément, Spielberg, on ne voit pas les limites en fait de Spielberg, et on ne voit pas la violence de l'émotion. On nous pousse l'émotion devant la gueule. Alors qu'il y a d'autres cinémas qui ne le font pas. Et ça, on ne peut que le percevoir que tout simplement si on regarde d'autres pays. Si on regarde des filmographies des films d'autres pays. Mais si on ne le fait pas, oui, on n'a pas de point de repère. On n'a pas de point de limite. On n'a pas repoussé les frontières. Tout ça aussi amène à considérer
les œuvres comme sacrées. Après, voilà, elle dit la culture est sacrée. Ben, je crois qu'on peut s'estimer heureux qu'en France, on considère la culture comme sacrée. Bon, aujourd'hui, elle ne l'est plus, hein, pour certaines générations, hein, mais on peut s'estimer heureux que la culture est sacrée. Parce que c'est bien parce que la culture est sacrée qu'on a eu l'exception culturelle, qu'on a un peu résisté à la domination américaine. Le regard critique sur les auteurs est déplacé. Ça, je suis d'accord. Il y a des gens qui sont aveugles, littéralement. Après, il faut savoir aussi peser le pour et le contre. Hein. Quand on balance un argument qui est des fois complètement stupide, ça dépend, encore une fois. Sur quoi on se base et sur quelle frontière on tient cet argument. La frontière, donc, c'est ce que je vous disais avant, c'est l'ouverture d'esprit sur d'autres cinémas qui fonctionnent autrement, qui te permettent d'amener des nouveaux arguments. Regardez les Anglais, ils n'ont plus de cinéma. Il y a des films, il n'y a plus de cinéma. On peut s'estimer heureux de considérer la culture comme sacrée. Alors sûrement elle a balancé ça comme ça parce que ça fait un peu choc en audition. Je suppose que dans son livre c'est plus travaillé cette notion. Mais encore heureux que la culture est sacrée ici. Putain, si elle ne l'était pas, mon Dieu. Maintenant il faut faire en sorte que l'intelligence soit sacrée. Si seulement. Kaji, tu me parles de Ken Loach. Oui, Ken Loach il est là. Mais c'est pas parce que tu me cites un mec que ça va faire un cinéma en fait. Peut-on définir un cinéma des années... un cinéma anglais des années 2000-2010 ? Je pense pas, hein. C'est très compliqué, hein. Ah, parce que généralement, ils se font happer par les États-Unis. Et peu résistent, finalement. Et ce sont plus des individualités, mais plus vraiment un cinéma. Cette notion de... pas de conscience collective, mais de regard collectif a disparu presque. Ou alors c'est qu'on n'a pas assez de recul encore. Ça c'est possible. Moi je le disais dans les FAQ précédentes, hein, que des fois pour définir les choses on a du mal. Alors on définit les cinémas de nos années récentes par le biais d'événements. Ah, le 11 septembre, c'est un truc facile, hein. Mais sans doute on manque de recul. Évidemment, Stéphane, je suis d'accord, mais il est vrai que la comédie britannique ou film social anglais tel qu'on le connaissait dans les années 80-90 est désormais peu visible. Oui, il y a aussi un problème de visibilité. Tout nous arrive dans la gueule et on a du mal à percevoir ce qui est d'un pays, ce qui est de l'autre. Je pense que ça c'est déjà d'une part. Et de deux, on est très sollicité, on est très stimulé et par conséquent, on n'est pas, à moins de faire l'impasse, on n'est pas focalisé que sur un type de réalisation, sur un type de pays. Les gens qui regardent que le cinéma japonais, que ça, eux, ils peuvent avoir une perception du cinéma japonais d'aujourd'hui claire. Mais quand on commence à regarder un peu dans tous les sens, un peu tout et n'importe quoi, faut pas me demander à moi. Hein. Alors là, moi, je serais incapable de vous dire, voilà, le cinéma anglais, il va dans cette direction. Impossible. D'ailleurs, le cinéma anglais, on peut en parler. Je fais un petit enchaînement un peu facile, puisque le nouveau projet de Christopher Nolan a été annoncé, un projet de récit d'aventure épique qui serait le récit de l'Odyssée sur un voyage de 10 ans de la part de personnages mythiques de la guerre de Troie. Avec un casting que nous le connaissons déjà quelques noms, Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, il y a Robert Pattinson, il y a Charlize Theron, et il y a Lupita Nyong'o. Donc ça fait du monde, il y a encore d'autres noms qui sont rajoutés, John Bertal je crois récemment, et encore un dernier. Je pense qu'il va aller tourner en Méditerranée, je suppose, il va vouloir tourner en milieu réel, qu'il va aller tourner, ça va être un tournage en Europe. Je me demande comment il va représenter certaines choses, mais je suis sûr qu'il trouvera quelque chose qui lui fera, qui rendra son film unique, assez palpitant sur la gestion du temps, parce qu'encore une fois, on est sur un récit qui met en avant le temps. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte d'autant plus de constater que le film réussit ses attentes, réussit son pari, quand je vois des gens, quand je vous parlais juste avant de gens qui sont dans la démonstration, mais qui ont quand même des petits problèmes à percevoir certaines dynamiques. Moi, je pense à Victor Norek qui s'est exprimé sur le sujet. Il était peut-être un peu trop dans la critique de la représentation,
qui est-ce que ça étonne un projet mégalo où les seules femmes attendent leur mec 10 ans sagement à la maison en faisant de la couture. Ou alors sont des vilaines sorcières qui les changent en cochons. Merci Christopher Nolan d'être fidèle à toi-même. Bon, encore une fois, je ne perçois pas... Comment dire? On sent que c'est quelqu'un qui ne le porte pas dans son cœur. On sent que c'est quelqu'un qui est dans une espèce... Ça j'ai l'impression que c'est un peu... J'aime pas percevoir ça, parce que je suis sûr qu'il n'est pas comme ça, mais là c'est un esprit woke. Et woke dans le pire qu'on peut imaginer. Cette idée de vouloir l'équilibre, cette idée de vouloir, comment dire, faire percevoir n'importe quel récit aux dynamiques d'aujourd'hui. Non, c'est un récit ancien, avec une représentation ancienne. Essayons de respecter cette représentation ancienne. Regardez ce qui se passe avec Blanche-Neige, là le film qui va sortir. Ils font n'importe quoi. Ils ne respectent plus le récit ancien. Ah, ça donne une espèce d'immondice. Au point qu'ils auraient pu carrément faire un récit original. Là, on tord quand même des récits anciens. Il faut juste savoir que ce sont des récits qui sont mythiques, qui sont antiques, et qui ont aussi une pensée antique. Nous avons fait évoluer notre pensée dans une certaine direction. C'est pas forcément... la meilleure ou la pire, ou on s'en fout. Elle est allée dans une direction. Là, en voulant aller dans des récits comme ça, ça va aussi dans une certaine direction. On n'a pas, je pense, à faire plier en fait des récits pareils, des récits antiques, à des dynamiques d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est une espèce de critique un peu déplacée pour un film dont on n'a pas encore vu la teneur. Et justement, vis-à-vis de cette critique comme ça, de cette pré-critique qu'affiche Victor, ça m'a donné la curiosité d'aller voir le film avec Kirk Douglas, donc le film des années 50, l'Odyssée d'Ulysse. Je crois que le film s'appelle Ulysse, justement, de 54, je crois. Et on le perçoit bien que dans ce film-là, eh bien... attendre son homme et résister aux assauts de tous les prétendants, ça tient du courage, en fait, de la femme. D'être convaincue que son homme reviendra. C'est-à-dire d'avoir presque une conviction surnaturelle, une conviction divine que la famille sera à nouveau réunie. Et en moi, ça montre quelque chose de très fort, en fait. Ce n'est pas la femme qui se fait chier... Parce qu'on voit bien que là, la façon dont Victor Norek tourne sa phrase comme un malpropre, c'est pour montrer voilà, l'image de la femme pas forte, l'image de la femme dégradante, l'image de la femme pas mise en valeur. Non, non, non. On peut tout à fait, et Nolan l'a déjà fait avec Interstellar, montrer des femmes qui attendent et qui, dans leur attente, dans leur manière d'éprouver le temps, et c'était le cas de Jessica Chastain dans Interstellar, devient une figure héroïque. Tenir 10 ans à attendre la même personne, c'est devenir héroïque dans le temps. Et ça, Nolan peut le travailler dans son montage. C'est quelqu'un qui travaille le temps dans son montage. Donc forcément, on va avoir ça. Et Circe, alors ça, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire avec ça. J'en ai aucune idée. Et je pense que ce sera un travail de chapitrage peut-être, comme il l'avait déjà fait dans Dunkerque, je ne sais pas. Et donc moi je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, par rapport à d'autres qui ont la langue bien pendue. Surtout que c'est juste dans un modèle de représentation. Hein. Tout ça c'est des tendances en fait. Il y a 10 ans on ne tenait pas ce genre de discours, mais bon. Il ne faut pas croire que ces façons de voir tiendront aussi dans le temps. Ça se modifiera, il y aura d'autres choses plus tard. Donc je ne suis pas convaincu en fait que... Je prends un peu Victor comme ça à partie, hein, j'en suis désolé, hein, mais je trouvais que c'était particulièrement choquant. Encore une fois, choquant pourquoi ? Parce que c'est quand même quelqu'un qui pousse les analyses loin, qui essaie d'avoir du recul, qui essaie de travailler en fait les films et qui devrait avoir un regard nuancé, un regard qui a hâte d'observer en fait comment les films sont structurés, décortiqués, tout ça, et de le voir parler aussi bêtement. Me fait dire que en fait ça peut être juste une posture, d'avoir l'air sophistiqué, de faire ses jolies vidéos, mais ce sont des postures, et quand le mec, on parle avec lui tout simplement, en fait il est aussi con qu'une table. Et moi j'aimerais pas percevoir ça, quand je croise les gens d'autres youtubeurs cinéma qui font des choses brillantes quand ils font des vidéos, et quand tout d'un coup tu les entends parler en vrai, il n'y a plus rien ça fuit de tous les côtés. J'aimerais pas penser ça. Et je trouve ça dingue que pour quelqu'un qui fait des vidéos aussi intéressantes,
un peu bourrative, hein, mais aussi intéressante quand même, de parler aussi bête sur un réseau social à la vue de tout le monde. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose à laquelle j'essaye de faire attention quand moi je prends la parole. Généralement, je parle pas beaucoup sur X. Hein. Généralement, c'est juste je partage la chose et c'est tout. Et je pense que ça se passe plutôt bien sur X. Là, avec 1 an de plus sur mon compteur, je trouve qu'on peut tout à fait gérer un compte sur X, mais il faut juste se verrouiller un petit peu. Mais c'est pas... on peut avoir de bonnes choses qui se passent là-bas. Et savoir aussi que c'est un milieu qui peut être assez violent et on peut tout à fait se prémunir de ça. Mais je voulais revenir sur ça, sur cette citation. Je peux revenir aussi sur une autre citation au passage, tout aussi problématique, disons-le. On a peut-être prouvé que si on arrête de servir de la merde aux gens, ils vont au cinéma, a lâché l'acteur Artus à propos du succès de son film Un petit truc en plus. Bon, comment dire, j'ai vu un petit truc en plus, parce que pour dire une phrase pareille, il faut être vraiment sûr de ce qu'on a fait. Son film, Un petit truc en plus, c'est quand même pourri. Hein, de la merde. La question, je pense, n'est pas la question de dire de la merde. Enfin, si je devais parler crûment sans réfléchir, moi je dirais qu'un petit truc en plus, c'est de la merde. Mais c'est un film terriblement inoffensif, filmé comme une prod de TF1 de film, de téléfilm, c'est-à-dire suréclairé, filmé sans prise de risque, à part une seule fois, un seul plan, où tout d'un coup je me dis là il y a quelque chose qui se passe. C'est notamment, si je me souviens bien, un plan. Après, quand ils ont fait leur chemin en bus, avec un espèce de petite musique clippée, enfin vraiment le truc, on s'en fout quoi, t'as vu ça 500 millions de fois. Il y a un mouvement de caméra qui passe au-dessus d'un champ, et on ne sait pas où ils sont spatialisés. Et tout d'un coup, la caméra, donc sur un drone, récupère le groupe qui est en train de marcher dans le pré. Mais beaucoup plus loin. Et je me dis, ça c'est intéressant parce que c'est un mouvement qui, pour une fois, donne plusieurs informations dans le plan. Elle nous montre le terrain dans lequel ils vont être, parce que la maison dans laquelle ils vont séjourner n'est pas très loin, et en même temps, de nous montrer un terrain, on va spatialiser ce groupe et on va les rattraper dans le mouvement de leur marche. Ils font une espèce de petite queue leu-leu, ils sont en classe, en formation classe. Et là, je me dis, ah là, le mouvement, il veut dire plusieurs choses en même temps, il est plutôt élégant, mais c'est juste, voilà, juste après, on revient sur des trucs très très plan-plan, on peut vraiment dire ça. Tout en étant aussi une représentation un peu gênante des trisomiques par moments, la scène de la douche notamment, et les petites bêtises comiques, les clichés du petit copain qui comprend pas sa copine, voilà, tous ces espèces de gros clichés de téléfilms que vous avez déjà vus ou vus en film français. Moi qui me gêne beaucoup, qui me donne une furieuse envie de faire des petites accélérations de films. Tout ça est assez inoffensif. Tout ça est assez normal, standard, rentré dans le rang. Pour moi, ça c'est pas grand chose. Hein. C'est Camping Paradis, mais en version film, hein. Et pas plus que ça. Donc qu'on vient pas me dire que voilà, il n'a pas arrêté de servir de la merde. Hein. Il continue à en servir. Mais sauf que la merde, c'est trop fort. C'est juste, vous nous servez des choses qui n'ont pas de goût. Qui n'ont pas de goût. Alors, j'ai pas encore vu le Comte de Monte Cristo, donc je sais pas si ça a du goût. Bon, c'est luxueusement produit, hein. Mais est-ce que ça a du goût ? Je ne sais pas. Je regarderai à l'occasion, évidemment. Je garantis pas qu'il y aura une critique. Hein. Si j'ai pas aimé... Moi, j'ai une relation d'amour, comme disait Geneviève Cellier. J'ai une relation d'amour avec les films. Non, c'est surtout, bon, j'ai déjà fait des films que j'aimais pas. Bon, je crois que là, je suis vacciné pour l'année avec le truc de Kaizen que j'ai fait. Hein, donc, j'ai pas envie de retaper sur des films comme ça. Bon, un petit truc en plus, c'est bien que ça ait marché pour le cinéma. C'est pas très funky, quoi. Vous cherchez du cinéma là-dedans, vous l'en trouverez pas. Vous trouverez une petite histoire sympa. C'est le truc que vous regardez dimanche après-midi, que vous vous endormez devant. Ouais, éventuellement. Mais du cinéma, y a rien là-dedans. Hein. Qu'attend-on du cinéma aussi ? Des gros trucs américains, lourdement produits avec des plans de fou et tout ça, ou des petites histoires sympas. Luc, tu me dis,
On est en 2025. Comment peut-on percevoir le cinéma des années 2010 maintenant? Qualité, défaut, sa spécificité? J'en sais rien. Luc, j'en sais rien. Je ne sais pas. Une accélération, je dirais. Une accélération de tout. Une mise à disposition de tout, à tout le monde. Il y a des gens qui ne pouvaient pas faire du cinéma avant qui en font maintenant. Pour le meilleur et pour le pire. Ce qui nous fait noyer, je pense, les projets... on est noyé sous le nombre de films. Mais étant donné que je regarde des films de tellement de décennies différentes et que j'ai beaucoup de retard sur des films de ces années-là, maintenant et même un petit peu avant, je peux pas avoir une perception claire de ce qui se passe, de dynamique. Des gens qui regardent quasiment ou principalement que des films qui sortent dans l'année, eux, oui, peut-être qu'ils peuvent davantage te le dire. Moi, non. Moi, c'est impossible. Et ce serait prétentieux par rapport au peu de films que je vois de l'année. Ce serait pas une bonne chose, je pense. Dans les années 2010, il reste que The Social Network. Non, il reste Gravity, il reste Inception, il reste Avengers, il reste Skyfall, il reste Mad Max Fury Road, il reste, quoi qu'on en dise, le Star Wars, le réveil de la force, mais pour plus un témoin d'une dégénérescence de studio. Il y a quand même des films qui émergent, mais ce sont des films. Après, est-ce que y a une pensée qu'on peut rattacher à tout ça? C'est compliqué, mais ça se travaille, à travers la lecture, les textes, les podcasts, parler avec les gens, essayer de démêler des choses. Si, il y a des films qui sont là. Il y a des films à repérer. Gravity, je trouve, est un exemple un peu discret parce que c'est finalement un film qui n'a pas eu vraiment de continuité. C'est un one-shot, on pourrait dire. Mais en attendant, putain, quand on avait vu la bande-annonce la première fois, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et certains critiques savaient, notamment bien sûr Rafik Djoumi, mais certains critiques savaient que ce truc allait arriver et que ça allait être vraiment un énorme succès. Le film, moi, c'était mon seul film que je suis allé voir en IMAX 3D. Et c'était vraiment formidable. J'ai bien aimé. La série Fallout, ouais, j'ai bien aimé. Après, c'est malheureusement une série Fallout qui résonne au diapason de Bethesda. Et pas de Black Isle. Black Isle, donc, qui ont fait le 1 et le 2. Bethesda, qui ont fait le 3 et le 4. Et 76. Et il est clair que Fallout, la série, correspond beaucoup plus à Fallout 4, et voire même 76, que le 1 et le 2. Là, pour tout vous dire, j'ai en fond les musiques de Fallout 2. Voilà. Là, je suis sur The Enclave dans Fallout 2. Le jeu est assez formidable. Et il est noir, il est sinistre. Le Fallout 3 avait quelque chose de proche. Je pense que Fallout 3 se ressemble beaucoup plus au 1 et au 2. Il y avait quelque chose de profondément déprimant dans le 3. Par le vide du décor, par la couleur choisie pour rendre le jeu, et par les interactions qu'on pouvait avoir. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'équilibre un petit peu comique, mais tout à fait tenu par la mort en fait qui rôdait. Et moi, quand j'avais joué au 3, il y avait vraiment quelque chose. J'étais à Virgin Megastore à 10h ou à 9h50, je sais plus quand ça ouvrait à Strasbourg, pour aller chercher ma boîte de Fallout 3. Alors moi, j'étais au garde à vous, Oh putain. Et après, je l'ai vite installé, je l'ai lancé et c'était parti. J'étais à fond, et moi, je trouve que le 3 avait quand même quelque chose pour lui. Ouais. Le 4 m'avait déçu. Au final, le 4, il m'a donné une moins bonne expérience que le 3. Et je considère que New Vegas n'est pas un Fallout. C'est dans l'univers de Fallout, mais c'est pas un Fallout. C'est une espèce d'excroissance qui est sympathique, mais que je trouve qui perd pas mal... qui perd pas mal de la dynamique parce qu'on n'est pas dans une dynamique d'abri. C'est en cela qu'il est... Moi, je le considère pas comme faisant partie de la série des Fallout. Mais la série s'en sort, mais peut-être un peu trop didactique, un peu trop compartimenté. Je vais à un endroit qui m'amène à cet endroit pour aller à cet endroit. Bon.
Mais il y a des efforts qui sont faits quand même pour que la série respire un peu l'ambiance avec les décors, la musique, les costumes. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits et ça, je leur laisse. Hein. Ouais, Goggins, c'est très très bien. Je trouve le perso est vraiment bien. Le choix de la goule, là. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que dans la saison 2, on a des super mutants? Oh, ce serait trop bien. Alors là, s'il y a des super mutants, best série ever. Hein. Ça va leur coûter tellement un bras, ce truc, s'ils mettent des super mutants. Mais je pense qu'ils peuvent pas... ils peuvent pas par rapport à la temporalité. Ah oui, je m'étais fait cette réflexion-là. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut aujourd'hui, mais à un moment, quand je l'ai écrit, c'est que je le pensais vraiment. J'ai tenu à peu près ce langage, comme on dit dans une certaine fable. Plus j'avance, moins j'ai la foi dans les autres quand il s'agit de parler de cinéma. Dans les termes utilisés, le relationnel, le métier de monteur. Par exemple, il y a un gars qui vient me montrer un truc de graphiste et vient me dire que c'est du montage, alors que ça tient plus de la motion typo. Alors, comment veux-tu dialoguer avec un mec pareil? Et le mec il fait le fier en plus. Ça c'est tout un problème. C'est le problème des débats où on commence même pas à débattre, mais à parler de définition de termes, même pas encore sur le travail de montage directement, mais de débattre sur des définitions de termes pour qu'on puisse enfin parler le même langage. C'est d'un épuisement total parce que les gens n'ont aucune conscience du métier ou aucune conscience du cinéma, ne connaissent pas les définitions des mots qu'ils emploient. Et plus tu t'ouvres à découvrir des communautés, des gens, plus tu vois de la merde à l'horizon. J'ai presque envie de dire, quand tu es ignorant, t'es plus heureux que quand tu sais des choses et que tu es au courant. Quand tu fais pas attention aux termes, bah, si l'autre ne fait pas attention aux termes non plus, bah, vous pouvez parler, personne ne renverra la balle. Quand tu commences à connaître les nuances des choses, tu te rends compte que les gens ils font n'importe quoi. Et vis-à-vis du cinéma, c'est horrible de percevoir ça. T'as l'impression que tout ce que t'as appris, tu le fous à la poubelle, quoi. Il y a un cruel manque de culture dans l'utilisation des plans et dans l'utilisation de la technique de cinéma. Dans ce que je vois, on se pose aucune question. Et du coup, les plans, c'est n'importe quoi. Et ça amène à des trucs fades. La règle des 180, c'est quasi automatique, oui, mais des fois, les gens ne savent pas où placer la ligne. Pour certains, c'est pas évident. Luc, je sais que tu attends une certaine vidéo depuis très 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 longtemps. Mais cette vidéo ne vient pas. Et je pense que c'est quelque chose qui est plus général par rapport à ma façon de gérer ma chaîne. C'est qu'il y a plein de projets qui sont bloqués depuis des années. Et il y a d'autres projets qui surgissent et qui se font. Et pourquoi certains projets n'ont pas été concrétisés et ne sont pas sur la chaîne par rapport à d'autres qui finalement arrivent. Moi j'ai l'impression que je ne termine jamais rien, qu'il y a plein de choses qui sont en cours mais finalement qui ne bougent pas, parce que j'ai peut-être aussi envie de faire des choses qui ne me bloquent pas, et quand je vois qu'à un moment ça bloque un petit peu, je passe sur autre chose. Qui plus est, je pense qu'on est aussi sur une dynamique culturelle de cinéma qui ne cesse d'avancer et sur lequel j'ai toujours envie d'un peu surfer. Je dis pas surfer sur l'actualité, mais sur un mouvement. C'est-à-dire un mouvement où je découvre aussi de nouveaux films. Alors que je suis sur une analyse d'une séquence ou sur la critique d'un film d'il y a longtemps. Et finalement, je le fais pas parce que j'embraye sur autre chose. Autre chose qui me semble plus d'actualité. Un film que je viens de découvrir, qui n'est pas forcément de l'année même, hein, mais un film qui me semble plus vif, sur lesquels ça va être plus instantané. Il y a d'autres choses qui sont laissées sur le côté. Par exemple, et je vous l'avais déjà dit, je voulais faire ma critique de Spectre, je ne l'ai jamais faite. Parce qu'il y avait le Bataclan, j'aurais pu le faire après. Je ne l'ai jamais faite. Voilà. Alors que j'ai des notes, par exemple. Et il y a d'autres choses. En effet, Johan, tu le mentionnes. Master and Commander. L'occasion de parler de Peter Weir. Et je le dis d'ailleurs au début de la vidéo. L'occasion chez Samir de parler de Peter Weir, qui s'est transformé en une occasion, et ça m'a mis pas mal de temps à fabriquer le texte, de parler avec Stéphane,
de Master and Commander. Donc, il y a des fois des choses qui s'enlisent. Je devais faire une vidéo. Oh merde. Je devais faire une vidéo en 2013 sur Stalker. Elle n'est jamais sortie. Alors que j'ai 30 pages de notes. Et je crois que j'ai encore les notes. Et je voulais faire une deuxième rétrospective comme ce que j'avais fait pour Disney. Elle n'est pas sortie. Alors que j'avais beaucoup de notes. Hein. J'avais fait déjà un travail avancé. Je vous dis pas sur quoi. Je pense qu'à un moment, ça, ce truc qui sortira, mais quand? Je sais pas. Donc il y a des choses, ça c'est un défaut de ma chaîne, c'est un défaut de moi directement. Hein. Il y a des choses qui ne se font pas alors qu'elles sont en cours, alors que le mouvement est amorcé. Est-ce que vous considérez, vous, que The Raid marque son époque? Moi, je trouve que non. On en parlait avec un membre sur Discord où il disait que The Raid, donc, avait marqué son époque, et alors que je trouve que John Wick a beaucoup plus influencé que The Raid, et que John Wick n'est pas influencé par The Raid. The Raid, ça reste un petit exercice esthétique et narratif, mais ça a absolument pas tenu quoi que ce soit. Hong Bak, à l'époque, dans les années 2000, Hong Bak a influencé. Ouais, ça je veux bien le croire. Mais alors The Raid, à part faire The Raid 2, ça n'a rien fait d'autre. Hein. Ça a peut-être lancé la carrière de Iko Uwais. Je me prononcerai mal. Hein. Mais ouais, Hong Bak, alors ça avait fait du bruit. Hein. Et ça avait donné après une certaine dynamique. Notamment dans l'agressivité des coups. En tout cas, de mémoire. J'ai pas travaillé la question, mais pour moi, John Wick a beaucoup plus fait d'efforts pour influencer le cinéma d'action que The Raid, hein, que ce soit Mr. Nobody, les films avec Statham. The Raid, c'est sympa à voir, hein, mais bon, c'est très vite fatigant, quoi. Autre chose aussi, je balance ça comme ça, hein, je sais pas si on va en dire grand chose. Hein. Maintenant, j'ai des petites notes, j'ai des petites choses comme ça, mais je trouve que les mythes d'Avatar et de Furiosa sont des échecs. Mais ça, je pense que c'est une question plus générale au cinéma. Nous créons des mythes ou des figures pour qu'elles influencent. Je pense que nous sommes d'accord sur ça. On regarde des films pour avoir des idées sur la vie, pour voir notre monde, en principe, pour trouver une connexion avec notre monde, et éventuellement le changer. Ne pas être la même personne qui est décrite dans le film, par exemple. Je trouve que Avatar ou Furiosa sont des échecs. Je dis pas que ce sont des échecs au box-office, bon, c'est le cas de Furiosa, mais que ce sont des échecs critiques au box-office. C'est même pas de ça dont je parle. Est-ce qu'il y a eu une éveil de conscience? Je ne crois pas. Ce sont peut-être les films les plus vains de la Terre, parce qu'ils ont une portée à vouloir dénoncer, à vouloir être mythologique pour apporter une connaissance et apporter un pouvoir d'influence de par son histoire. Et en effet, je suis d'accord avec toi, Jolan, ce sont des échecs narratifs. De mythes. Les mythes sont censés nous donner une influence, tout comme la Bible. Avatar et Furiosa, ça a donné quoi? Parce que si c'est pour garder le rapport à la nature, ben, je tiens à vous signaler que Trump, il s'est retiré des accords de Paris. Hein. Ça, je trouve, c'est pas très Avatar-friendly, ça. Ça n'éveille pas de conscience. C'est-à-dire, je pense que le plus grand échec du cinéma, c'est ne pas éveiller les consciences. Et il y a beaucoup de films qui pourraient avoir cette vertu, ils n'y arrivent pas. Ce sont des marqueurs temporels, mais ils n'éveillent pas de conscience. Il y aura toujours, et je parle bien sûr de façon globale, il y aura toujours un mec, ouais, moi j'ai changé de vie grâce à Avatar, mais très bien pour toi. Quand tu vois que les films sont vus dans le monde entier, qui font des milliards, ce sont des films avalés par des machines, qu'on vienne pas me parler de beaux messages et tout ça, parce que si ces messages ne sont pas crus, ils ne servent à rien, ils ne sont pas efficaces, ils sont théoriques, ils doivent être organiques, ils ne le sont pas. Quels films ont éveillé les consciences? La question elle est là. Je ne sais pas s'il y en a un qui a éveillé assez de conscience pour changer le monde. Quel film a changé le monde? À part le premier film qui a changé le rapport au monde. Pour moi, il y a une certaine perception que j'ai eue avec Chronos et Koyaanisqatsi. Mais cela, c'est un titre personnel. Koyaanisqatsi, c'est pas un film mondialement connu.
Ou alors il serait top 10 IMDb, hein, si c'était le cas. Hein. Ce n'est absolument pas le cas. Il est connu par une certaine génération, mais pas par une autre. Des films qui traversent les générations, Star Wars, mais finalement c'est pour faire quoi? Le bien et le mal, ça existe. Non, mais t'as pas besoin de Star Wars pour savoir. Hein. Star Wars ne va rien t'apprendre que tu peux pas percevoir dans la vraie vie assez rapidement d'ailleurs, parce que Star Wars est quand même assez évident. Pour moi, si un récit doit être mythique, son message doit être... il doit y avoir quelque chose de clair. Et il faut arriver à toucher les gens en fait. Et ça, c'est extrêmement difficile. Qui plus est aujourd'hui où on est coincé, et c'est pas forcément juste le film en fait. C'est tout l'attirail autour. On est trop perturbé par des parasites pour que le film s'ancre en nous. Il y a trop de parasitage dans le monde extérieur pour que le film s'ancre en nous et qu'on change quelque chose qui est un mouvement en fait. Les films ne donnent plus de mouvement. Et je pense que c'est pour ça qu'on même on a du mal à définir peut-être le cinéma d'aujourd'hui. Ce sont des films, ce sont plus du cinéma. Et combien de fois on l'a déjà entendu ça, chez Samir notamment. Il n'y a plus de cinéma, il y a des films. Et comment veux-tu créer un mouvement de foule qui soit autre chose qu'un mouvement de fans avec des films maintenant? Je sais pas ce que vraiment, si on va pouvoir, si l'art cinématographique va pouvoir changer les foules. Les individus, oui. À petite échelle, oui. Mais les foules, franchement, j'en sais rien. Mais ça revient à ce que je vous disais avant. Hein. Le langage. Les gens veulent pas apprendre le langage, mais ils y seront pas sensibles. Et les choses les plus bêtes, qui sont les choses les plus corruptrices, les choses, vont prendre le pas. Le raffinement va disparaître. Ils ne seront que pour une poignée de gens qui connaissent le langage. C'est d'où justement ce débat que j'ai eu chez Peggy, l'illettrisme au cinéma. Il y a une différence quand même entre parler d'histoire et parler du langage dans le film. Et les notions qui sont censées être les plus importantes, elles sont foutues sous le tapis. Et on parle de la situation et de ce qui se passe dans le scénario. Sauf que c'est pas ça le cinéma. Le cinéma, c'est une affaire de texture, c'est une affaire de mouvement, c'est une affaire de son, c'est une affaire de composition. On a peut-être trop dispersé le langage du cinéma et on l'a amené à des endroits qu'il n'aurait pas dû exister. Au point que maintenant, plus rien n'existe fortement et tout se perd un petit peu. J'en peux proposer comme exemple, tout simplement le storytelling. Cette affreuse notion de storytelling, entre guillemets la narration, hein, ce qu'ils appellent la narration, c'est un mot qui a explosé ces dernières années, tout comme le hook, c'est-à-dire l'accrochage. On veut accrocher le spectateur, donc on va faire une formulation de l'histoire pour que le spectateur soit accroché. C'est une technique pour faire tenir les gens dans les vidéos, dans les films. Mais maintenant c'est utilisé dans les vidéos. C'est souvent, on fabrique un truc pour te vendre un truc. Et pour moi, c'est de la manipulation. Alors oui, vous allez me dire, oui, le cinéma, c'est de base manipulateur. Sauf que là, non. Là, on parle de storytelling. C'est-à-dire un contrôle. Hein. J'ai quand même des gens, quand ils parlaient de storytelling, ils parlaient de, je regarde mon papier, de dopamine et de endorphine. Dans l'utilisation de techniques pour le spectateur. Et là, c'est malsain. Là, on arrive à un niveau où ça n'a rien à faire là. Surtout pour des histoires de merde. Les mecs, ils utilisent de storytelling pour parler des dramas de merde, des dramas en politique ou des... il faut être frappé du cerveau pour faire ça. Et après, comment voulez-vous que on puisse être ému par des histoires quand les artifices de ces mêmes histoires sont utilisés pour des vidéos de merde? Ça neutralise l'effet exceptionnel de la formulation d'une histoire. Si on utilise le bookend, par exemple, le bookend, c'est une notion en scénario où le début va faire écho à la fin, ou plutôt la fin va faire écho au début. Par exemple, Pulp Fiction, ou Il faut sauver le soldat Ryan. On commence et on termine par la scène du cimetière
où tout le chemin parcouru nous est renvoyé dans la gueule, qui souligne la notion de sacrifice, d'honneur, le combat pour la patrie, tout ça, et tout ça nous est rappelé à la fin, par la mise en écho de la première scène, à la toute fin. Voilà. Ça, c'est une technique de scénario. C'est une technique de storytelling. Et cette technique-là, imaginez que c'est sûrement mis en scène dans une vidéo de Squeezie, quoi. Alors, il est très gentil, Squeezie, hein. Je n'ai pas pris le pire. Hein. Squeezie, c'est peut-être un de ceux qui essaient de faire quelque chose. Mais sur d'autres, qui sont des vrais cons, quoi. Ou qui ne savent pas l'utiliser. Par exemple, Inoxtag, hein, pour Kaizen. Je dis juste ça comme ça. Hein. Donc, utiliser le storytelling pour des vidéos YouTube, c'est infantiliser le spectateur. C'est-à-dire, quand même, devoir l'accrocher parce que la vidéo ne va pas l'accrocher de base. C'est une technique de télé. Non, c'est plus large que la technique de télé. C'est des choses qu'on percevait au cinéma de base. Sauf qu'après, ça s'est systématisé. Et ça s'est formulé en papier, dans des manuels que des petits génies utilisent à tort et à travers partout. Ça reste des volontés de contrôle, le storytelling. Contrôle de ce que tu dis, mais de contrôle de comment le spectateur fait réagir. Et ça, faut pas en abuser, hein. Sinon, ça devient mécanique. Et bien sûr, quand je vous dis contrôle, c'est pas pour rien. Hein. Le contrôle, c'est quoi? C'est l'absence d'esprit critique. Elle est où la place d'esprit critique dans ces vidéos storytelling et tout ça? Il n'y en a pas. C'est nulle part. Et ça, c'est pas possible. Surtout vis-à-vis du cinéma. Et puis, tout est bon pour du storytelling. Hein. J'ai vu un mec qui utilisait son accident de vélo ou de je sais plus quoi dans son storytelling. C'est-à-dire que les gars pourraient inclure la mort d'un membre de leur famille dans leur foutu storytelling. Les mecs sont starbés du cerveau à ce point-là. C'était un Américain, je sais plus dans quel cadre c'était, mais c'était un truc pour du marathon. Un mec connu, un Américain connu qui fait des voyages et tout ça, et à un moment il parlait d'un marathon qu'il devait faire sous tant et tant d'heures, et à un moment il parle d'un accident qu'il a eu, qui l'a aidé à surmonter et tout ça, et je dis mais quel homme sandwich de sa propre vie, quelle indécence en fait. J'ai trouvé ça écœurant. La vidéo est très bien faite, hein, mais je trouve ça, le mec n'a rien d'autre que lui-même à vendre. À vendre. Vraiment, on a un peu autre chose à foutre que d'être les mécènes de ces gars-là. Hein. D'être les mécènes de la vie des gens, quoi. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Hein. Et bon, l'esprit critique, alors là, c'est le culte de l'auteur. Hein. Là, on en revient à ce que disait Cellier. Hein. Et je perçois aussi le storytelling dans le YouTube ciné, à travers certaines vidéos essais, Nicolas Delage ou Erwan Ingres qui émerge là, qui a émergé récemment. Même chose, insipide, presque inintéressant, manque de personnalité en fait, puisque ça reste des formules. Alors il faut-il les connaître. Hein, moi je connais pas tout, hein, mais des fois, il faut essayer d'atténuer un petit peu ça. Hein. Il faut essayer de trouver la chose qui va faire que. Esprit critique, c'est important. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas être infernal dans l'envie de critiquer tout. Moi, j'en connais un, c'était infernal de discuter avec lui. Il revenait sur tout. Et tu te dis, mais comment on peut avancer? C'est quelqu'un qui se laisse rien dire. Ce qui peut être une force. Mais par contre, pour avancer dans un dialogue, c'est compliqué. Hein. Après, il y a sceptique et sceptique. On est d'accord. Quand les gens n'ont rien d'autre à vendre qu'eux-mêmes, il y a de quoi s'aligner avec l'algorithme YouTube. Après, ça peut devenir une contrainte qui devient une habitude. Mais la formule va tourner en rond. Je trouve ça regrettable de ne pas avoir trouvé sa voie et à la place essayer de trouver une formulation. Et encore une fois, ne pas éduquer les gens à cette formulation. Hein, on se cache bien de montrer la formule, hein, de montrer son petit tour de passe-passe. C'est un peu de l'escroquerie, quoi. C'est pas de l'escroquerie à proprement parler, mais vous voyez ce que je veux dire. On utilise des techniques pour harpaguer le spectateur, mais après on va pas lui dire qu'il s'est fait harpaguer. Hein. On va bien cacher ça. On va bien mettre ça sous silence. Les gens qui utilisent du storytelling et qui vous ne l'expliquent pas, je vous conseille de vous méfier. Voilà. Ce serait mon conseil. Sur le Discord de Cyril, donc le Discord de Secret de Monteur Pro, il y a un monteur expérimenté qui disait que ce serait plus facile de parler technique qu'artistique avec quelqu'un qui n'y connaîtrait rien.
Évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Moi, je m'en foutrais du making-of, donc de la technique, si on n'a pas le projet artistique qui est derrière. Et qui dit artistique dit émotion. Et il est clair qu'on peut beaucoup plus converser autour de l'émotion, parce que ça, tout le monde peut l'avoir devant un film, que plutôt la technique. Donc pour moi, ce monteur avait tort de... J'ai pas eu le temps de discuter avec lui, parce qu'il devait partir rapidement après. Et on parlait d'autres choses avant. Mais parler de la technique, il faut connaître le langage. Avec le tout venant, tu parleras toujours avec de l'émotion. Tu vas pas commencer à parler avec un mec que tu connais pas et qui est peut-être pas très très cinéma. Oui, alors là, tu vois, le travelling, il est enchaîné avec le panoramique ici et tout ça. Et lui, il va te dire, mais juste la scène, elle m'a ému, quoi. Et c'est souvent en cela que on en revient toujours à l'histoire. Si tu vois que la personne est sensible au langage du cinéma, bien oui, là peut-être que tu peux parler de technique. Mais l'artistique primera toujours sur n'importe quel spectateur. Ça primera toujours sur le reste. Donc dire que ce serait plus facile de parler de technique, c'est faux. Et même parler de technique, on parle de langage. Il y a beaucoup de monteurs qui ont un rapport technologique au montage, mais pas technique. Technologique, j'entends l'utilisation du logiciel, les plugins, l'organisation de son montage. Mais la technique, c'est comment monter. Tu places ce plan-là, ce gros plan, avant ou après le travelling. La question, elle est là. C'est du langage. Et de la sensibilité. Donc de l'art. Parce qu'on parle d'émotion. Et tu mets le gros plan avant ou après le travelling, ça n'aura peut-être pas la même émotion. En tout cas, sur la scène entière, ça ne donnera peut-être pas la même impression. Mon mashup est absolument gigantesque. C'est le plus gros mashup que je fais jusqu'à présent. Il y a plus de 25 heures de rush. Donc d'extraits de film, plus de 25 heures d'extraits de film. Plus de 1000 extraits. Sachant que les précédents, c'était plutôt autour des 500 extraits max. Vous voyez un peu le tableau. Donc il va y avoir plus de 400 films à mon avis. Et j'ai pas monté un quart du projet, là. Donc je sais pas la forme que ça va être. Mais ça va être gigantesque. Le mashup de cette année. Voire même, c'est peut-être un mashup que je vais faire sur 2 ans, je ne sais pas. Mais il est très très long. Ça nécessite beaucoup de rush. Je sais même pas combien le projet il fait. Mon projet doit faire 300 gigas, je pense, là, actuellement. Mais ouais, donc cette année, ou peut-être les années à venir, hein, il y aura moins de vidéos. Je vais essayer toujours de proposer des vidéos sur la chaîne. Hein. Je suis pas en train de dire je ferme la chaîne ou la chaîne elle est morte ou je sais pas quoi. Hein. Non. Il y a un programme. Hein. Il y a des choses que je vais faire cette année. C'est quoi le thème du mashup déjà? Celui de cette année, c'est sur les relations hommes-femmes. Plus ou moins. C'est vaste. Hein. J'allais dire, je peux vous montrer un extrait. Mais non, en fait, je peux pas. Juste relation homme-femme, c'est plus compliqué que ça. C'est plus dépressif que ça. Moi-même, je ne sais pas encore. Mais je construis, mais je fais plein de tests. Il y a plein de petites séquences. Je sais pas si je vais pouvoir les inclure dans le film. J'aimerais bien. Mais non. Je sais pas exactement. Je sais pas encore exactement. Pour l'instant, la première séquence qui est dans mon montage, c'est un suicide. Et la dernière séquence du film, c'est aussi une mort. Et il y a des gens qui ne se voient pas, il y a des gens qui se tuent, il y a des gens qui vont en prison, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui font rien, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui vont à la fête, il y a des gens qui regardent des concerts. Il y a un homme qui est narré par une femme en voix off et une femme qui est narrée par un homme en voix off. Il y a des conversations téléphoniques, il y a des rêves, il y aura un peu de sexe, mais j'ai pas encore traité ça. Et tout va s'entrecroiser. Ça va être un peu le chaos. C'est pour ça que c'est très très long à process. Il n'y a pas d'écriture de scénario. Là, tout est fait un peu organiquement. C'est pour ça que ça me prend un temps monstrueux. J'ai montré à Adrien, à Poufy, là, récemment, où j'en étais. Il y a plein de petits bouts partout. Écoutez, moi, je crois que je vais m'arrêter là. Ça aurait été une FAQ... encore différente de l'année précédente.
Il y a des choses que j'ai prononcées que je n'avais pas prononcées avant. Des questionnements aussi dans le rapport à l'autre. Ben écoute, on survit et on continue. Comme un prêcheur dans le désert. Ouais, on continue. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir ce petit manège, hein. Mais le manège, il tourne encore. Et putain, quand je vois la nullité, l'imbécilité, l'agressivité, les partis pris politiques de toutes les autres chaînes de cinéma qui environnantes, qui font bien plus de vues que moi, mais c'est même pas le souci, mais le travail d'influence, c'est ça, c'est avoir de l'influence n'importe comment. Tu te dis qu'il faut vraiment que je reste. Je reste parce que les autres sont nuls. Si les autres faisaient bien leur boulot, j'aurais pas à me forcer de rester. Mais là, c'est tellement de la taupe que je me sens obligé d'être là. Comme une sorte de mec qui rappelle la mémoire du YouTube cinéma et à qui on ne la fait pas. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un comme ça à un moment et qui se barre pas comme un lâche sur Instagram comme l'a fait l'un d'entre eux. Ta vidéo sur le montage était trop bien, pourquoi elle marche pas? Parce que je vais pas activer le Google AdSense, je suppose. C'est-à-dire le truc que tu peux gagner de l'argent avec. Ça débloque une médiatisation et tout ça, mais à un moment, tu sais, tu t'en fous, quoi. Tu sais ce qu'elle vaut, la vidéo. Et encore une fois, elle ne peut que fonctionner que si vous la partagez aussi. Si vous la partagez pas, elle sera pas partagée, elle sera pas vue. Donc, voilà la seule chose que je peux vous dire. Et chose d'ailleurs que je ne dis pas d'habitude quand je fais les vidéos. Si vous considérez que mes vidéos sont bien, partagez-la, c'est tout. C'est le nerf de la guerre, mais je n'insiste pas dessus parce que les gens font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas à les inciter, à les forcer de partager. Ouais, je sais, les pubs c'est chiant, écoute. Elles méritent beaucoup plus de vues. Oui, je suppose qu'elles méritent. Et elles méritent des vues. Mais c'est une affaire de dévotion à ce niveau-là. Je veux dire, être là depuis plus de 10 ans et voir des scores pareils, c'est de la dévotion. C'est pas autre chose. Les gens auraient arrêté depuis bien longtemps. Il y en a qui ont arrêté. Moi, c'est autre chose en fait. C'est de la dévotion. Je considère que c'est important que je sois là. Et j'en ai rien à foutre de gens qui ont démarré il y a 2-3 ans et qui ont des meilleurs stats que moi. Quand tu vois des fois les contenus qu'ils font, c'est de la merde. Et ça n'a rien à voir avec les stats, ça. C'est vraiment qu'est-ce que tu dis là-dedans, en fait. Et si les gens étaient intelligents, ça se saurait, qui plus est sur Internet. Comme tu dis, tu m'as même devancé. La médiocrité est tristement populaire. Oui, parce que les gens ne sont pas éduqués, tout simplement. Et donc, est-ce que mes critiques éduquent? La question, elle est là aussi. Parce que je parle d'éducation, mais est-ce que j'en fais moi dans mes critiques? Je suis plus à même à me poser des questions sur les films. Maintenant. Aujourd'hui. Dans les dernières critiques que vous avez pu entendre de ma part. Je suis plus à même à poser des questions, à formuler ouvertement les questions, à essayer d'y répondre. En espérant que vous puissiez aussi accompagner le mouvement de mes questions, de mes formulations, de mon chemin de pensée. Et c'est pour ça que ces vidéos durent longtemps. Des fois, je le fais pas. Mais des fois, je le fais. Notamment pour les films qui sortent au cinéma. C'est pour ça qu'on est là. Et je remercie encore, merci beaucoup pour votre présence. Et les commentaires sont les témoins, pas les vues. C'est vos commentaires qui me font percevoir votre abonnement, votre présence. Il y a plein de gens comme ça, Jolan. Plein de gens qui sont super doués. Tout le monde s'en fout. Des fois, il y a une ou deux personnes qui arrivent à être à l'endroit où ils doivent être. Ça arrive, hein. Dans d'autres domaines. Des fois, ils se font corrompre. Des fois, non. Si, des fois, il y a des gens qui arrivent, mais ils sont rares. Mais en attendant, faut pas lâcher. J'espère juste que ça va pas me coûter quelque chose au bout d'un moment.
C'est tout. À voir me coûter ma chaîne. À vouloir faire des essais vidéo avec des extraits de films, attention. Hein. Mais bon. On va essayer de survivre une année de plus. Pas besoin d'être en tendance, ça serait même mauvais signe, pas forcément. Hein. Mais non, je me suis pas pris de strike. Mais il y a toujours cette crainte que ça arrive. Évidemment. Il y a par exemple sur la chaîne des mashups, parce que là j'ai déplacé mes mashups sur une autre chaîne, qui s'appelle Mashup Forever. Non, Mashup Fever, pardon. Mashup Fever. Le métrage sur l'écriture d'une lettre avec le passé d'un moine, un petit truc de 4 minutes que j'avais fait, il est invisibilisé. Vous ne pouvez plus le voir. Il est sur la chaîne, hein, mais il est invisible. Parce que c'est TF1 qui m'a cassé les couilles pour l'extrait de Robin des Bois, Prince des voleurs. Voilà. Donc, ça reste dur. Je l'ai pas, il n'a pas disparu. Hein. Mais je peux pas le montrer comme ça. Vous allez sur la chaîne Mashup Fever, vous aurez Doomed, vous aurez Reborn, donc mon dernier. Vous avez Day of Hope, vous avez Daymare, vous avez les deux trucs sur Fritz Lang et sur Godard. Mais vous n'avez pas l'énergie du désespoir. Vous ne l'avez pas. Je vais pas remuer ciel et terre. J'avance. Et puis c'est tout. Bon, je vais y aller là. Je crois que je vais y aller. Écoutez, merci encore de m'avoir accompagné, de m'avoir posé ces questions, de suivre mon travail, de vous être abonnés, et certains depuis très longtemps. Merci à vous. Merci encore de votre présence, de votre soutien, des partages des vidéos de moi que vous faites. On peut se retrouver sur Facebook, sur X, sur Discord. N'hésitez pas à aller voir ces réseaux, encore une fois. Hein. Je le dis, hein, mais je le dis pas souvent, mais voilà. Moi, je prévois pas d'être sur Instagram, jusqu'à ce qu'on m'y force, évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à aller rejoindre ces réseaux. Et moi, je repars dans le désert pour prêcher un bon coup. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée, bonne année. Je suis sûrement la dernière personne à vous dire bonne année. Hein. Et à bientôt. Salut.